Alors ce soir, Dals, comme d'habitude dans ta chronique Les nouvelles du 9e art, eh bien tu nous parles de choses un peu moins évidentes comme pourrait être un One Piece, un Naruto ou autre, hein, si je parle d'anime et de manga, mais tu parles de plein de choses. Et quelle est l'œuvre que tu as décidé de nous présenter ce soir? Alors ce soir, je repars sur les petites pépites, je vous l'avais promis dans la dernière émission, donc je le fais. Je vais vous parler d'un comics qui s'appelle Nous 3 et qui est en un seul et unique tome. Donc comme ça au moins, déjà, moi j'avais lu Noob, c'est nous trois, du coup. Nous 3, oui tout à fait. Et en anglais c'est We Free 3. Oui, Free, ok. We Free. Voilà. Donc c'est un one shot. Donc c'est un one shot, donc vous avez acheté que ça et vous avez toute l'histoire qui est comprise là-dedans. C'est en fait en 3 oui. chapitres à l'intérieur, hein, donc c'est 3. Combien de pages, tiens Combien de pages on peut se rendre compte? Je vais te dire ça. Donc c'est en 3, ça a été publié en fait en 3 strips au début qui sont réunis dans Après, un ça a été seul tome. assemblé, ouais. À la fin, vous avez pas mal de planches conceptuelles et de trucs, donc il est même plus court que le volume, hein. Vous avez beaucoup de recherche des personnages, etc. Donc il est en... Il n'y a pas les numéros de page. Et là tu comptes. Il n'y a pas les numéros de page, mais il doit faire dans les... je sais pas... Dans les... 50 100 pages. 100 pages. Oh, c'est pas mal. Oh, un peu plus de 200, je pense. Ah, 200, oula. Bon, c'est pas... C'est vite Donc plus, hein. c'est pas si court que ça. C'est pas si court, mais c'est pas non plus très très long à lire, hein. Et du coup, on va parler un petit peu de tout ça. Par contre, au début, on va faire un petit disclaimer pour les gens qui nous écouteraient en audio, mais surtout pour ceux qui regarderaient la rediff. C'est une œuvre qui est violente. Genre, vraiment. Donc, voilà, partir de âme 16 ans, sensible tu dirais s'abstenir. À partir de 16 ans, ouais. Ok, ouais, donc... Âme sensible, vraiment s'abstenir. Ado un peu plus, ado plus quoi. Ouais. Ok, Et, d'accord. c'est pas une œuvre pour enfants du tout. Et j'ai vu si c'est on est dans 15 la euros, BD, c'est là, 15-16 euros à peu près. Exactement, oui, c'est 15-16 euros. Je pense même, moi je l'avais acheté, vous savez, sur les sorties, maintenant sur les comics, ils font une espèce de pastille de réduction. Ah oui, Et je l'avais d'accord. eu à 12 euros. C'est vachement bien, ok. je trouve. Ils avaient fait la même chose pour d'autres que je vous présenterai d'ailleurs par la suite, notamment Lazarus, qui est juste. Et j'avais eu les 2 premiers tomes comme ça à 12 euros, c'est vachement cool. Mais les prochains, vous les verrez dans la saison prochaine. Exactement. Donc pour revenir à Nous 3. Nous 3, c'est tout simplement pour moi, décrirait comme l'archétype d'un récit de SF intelligent. C'est écrit par Grant Morrison, du coup, comme vous avez pu le lire ici. Grant Morrison, je sais pas si j'ai vraiment besoin de revenir sur le personnage. Je pense que vous en avez tous entendu parler de cet auteur, très prolifique chez DC Comics, ça fait suite à la news de l'O0, qui a voilà, beaucoup écrit sur le personnage de Green Lantern, a beaucoup écrit sur Superman, sur les 4 Fantastiques, bref. Ah, et qui a fait le fameux Batman Metal aussi, ce genre de choses. Donc un auteur très prolifique. Un auteur qui a été très très contraint aussi par les grandes maisons, parce qu'il a écrit Comment ça, également un peu contraint pour les X-Men. Et ben le problème c'est que c'est pas très libre dans son récit. Contrat, c'est ça qui lui imposait de Exactement. faire Et puis tant de numéros et de... ça, et puis la maison, qui, en fait, dans les grandes maisons, même si elles ont les boîtes à idées, du coup, que une certaine liberté au niveau des auteurs, en réalité, souvent aussi sous énormes contraintes, notamment récemment, dans l'écriture, dans ce qu'ils peuvent présenter ou pas. J'ai vu, il y a un tweet récent, par exemple, de Neil Gaiman, dans laquelle DC lui disait « Les personnages ne se masturbent pas » en DC Comics, et Gaiman qui a répondu « Bah, ça explique beaucoup de choses. » Voilà. Effectivement. Exactement. Donc ils ont ce genre de contraintes qui peuvent être assez carrées, et du coup le fait d'aller chez Vertigo, du coup, et chez Urban Comics, donc une autre maison d'édition, a permis à Grant Morrison de vraiment écrire ce qu'il voulait, là pour le coup. Donc très très libre dans la forme, très très libre dans ce qu'il avait envie de raconter, et on voit tout le génie de l'auteur de Grant Morrison dans l'œuvre, parce qu'on a vraiment un récit de SF qui est fantastique. Alors, il va nous parler de quoi, ce monsieur? Il va nous parler de 3 animaux. Un chien, un chat, un lapin, que vous avez normalement sur l'image que vous Tout à fait. actuellement à l'écran. Voilà. On les a dans des jolis costumes bizarres. C'est en fait, ces animaux vont avoir, ce sont des animaux de laboratoire, tous les 3, ont eu un exosquelette mécanique qui leur est greffé. Alors, il y a une partie qui est directement greffée sur l'animal, et il y a une partie qui vient s'adjoindre pour les spécificités de la mission, genre quand ils sont envoyés dans l'espace ou ce genre de trucs. Et donc qui sont des compléments à leur exosquelette greffé. Ok. On est dans l'expérimentation animale. Ça va être la thématique première de l'œuvre. Et du coup, je vous le dis tout de suite, les humains passent pas vraiment pour des enfants de cœur. Autant vous le dire. Hein. Là, on est dans l'expérimentation animale glauque. Et vraiment glauque. Du coup, les hommes... Parce que
Et du coup, là, je vois qu'ils parlent, les animaux en question. Du coup, c'est quand même des animaux sur lesquels on a expérimenté. Ils le vivent mal ou... Alors voilà, effectivement, c'est des animaux sur lesquels on a expérimenté, et petit à petit, ils vont gagner des seuils de conscience, parce qu'ils vont également avoir intégré, du coup, moyen de parler, donc puisqu'ils vont avoir même des puces qui leur sont greffées dans le cerveau, tout ce genre de choses. Donc, et ils vont accéder à la communication entre espèces aussi, autre que par seulement les phéromones et les signes classiques, du coup visuels, odorat, etc., qui se transmettent. Donc ils vont accéder à la parole pour pouvoir échanger des choses entre eux. Mais au début, leur parole est très primitive, forcément, puisqu'ils ne sont pas habitués à conceptualiser. Et ça va arriver progressivement, en fait, au fur et à mesure de l'œuvre, où entre eux, l'image, un peu à l'instar de l'homme, la première fois qu'il a utilisé des mots pour adopter des concepts, et bien les animaux vont apprendre les uns des autres en s'échangeant des concepts. Et au début, comme vous le voyez sur l'image de l'eau, d'ailleurs, le lapin est un peu carré, c'est-à-dire qu'il pense à l'herbe, la bouffe, manger rapidement. Faim, vite, faim. Voilà ce qu'il dit le lapin. En fait, la force de Grant Morrison, c'est que prendre un peu l'image stéréotypée qu'on a d'un chien, d'un chat et d'un lapin. Vous voyez d'ailleurs sur l'image que le chat est le seul qui ne s'exprime pas, évidemment, et qui reste renfrogné et l'air placide. Donc il va prendre un peu les stéréotypes mignons qu'on a autour de ces animaux et nous les projeter dans un univers qui ne l'est pas du tout. Heureusement qu'il y a ces stéréotypes mignons, parce que sinon l'œuvre est très pesante. Qu'en fait, par ces petits côté le chat qui réagit vraiment comme un chat, le chien qui va être le chien un peu pantouflard, le lapin à courir partout, hyper speed, toujours à vouloir bouffer et tout ce genre de trucs, ça va apporter une touche de légèreté et d'humour un petit peu pour alléger le récit, qui est beaucoup moins drôle. Après, justement, ça sert parce que c'est ce que je vois toujours moi dans les œuvres, peu importe si c'est un film ou autre, c'est-à-dire qu'un truc qui n'est que angoissant le sera moins que si tu as des notes de bonheur ou je ne sais quoi, qui du coup, veut dire, quelqu'un qui est que dans la merde, tu te rendras pas compte qu'il est dans la merde. Quelqu'un qui a un instant de bonheur, tu te rendras plus compte. Tu vois, la balance, justement, est beaucoup plus vénère si tu as à côté un comparatif que si tu n'en as pas du tout, quoi. Là, je pense que c'est aussi fait pour replonger encore plus dans ce côté dramatique que s'il y avait que, si justement ce côté un peu plus mignon, comme tu dis, était pas présent, je pense qu'on se rendrait peut-être moins compte de ça. Et tu anticipes un peu ce que j'allais dire. En fait, il en joue même encore plus loin, parce qu'en fait, en jouant sur ces stéréotypes, notamment avec ces trois animaux très emblématiques des animaux de compagnie, il va en fait créer un attachement du lecteur à leur comportement, parce que tout le monde va y reconnaître l'animal qu'il a pu avoir. Beaucoup de gens ont eu un lapin, un chien ou un chat. Et du coup, on va reconnaître l'animal qu'on a ou qu'on a pu avoir en eux. Du coup, on va avoir cet attachement beaucoup plus fort aux trois héros, puisque ce sont les trois héros, du coup, une compassion bien plus importante, et on va beaucoup plus adopter leur point de vue, et voir effectivement tout ce qui va ça devient de véritables armes, ils sont un peu cheatés, on peut le dire, et c'est en termes action, ils sont plutôt cheatés, vous les verrez pas beaucoup perdre dans leur mission. Leur exosquelette est vraiment hyper puissant, ils sont résistants aux balles, enfin, et ils ont bien réussi, au niveau armement, ils sont efficaces. Ils sont, c'est vénère. Mais d'ailleurs, c'est très très drôle quand le contraste avec moi à chaque fois sur les différents plans on a pu voir avec le côté robot et de se dire les mecs c'est une technologie de fou, mais on regarde quand même la tête d'un chat, la tête d'un chien intacte et tout, ça remet le côté un peu. Ouais, c'est un peu, il y a des montages photos qu'on aurait pu voir à une époque où tu mets la tête d'un chien sur n'importe quoi. Exactement. La tête d'un chat, donc ça, je sais pas, c'est peut-être fait exprès pour contraster ça remet, tant que tu vois une tête que tu connais, tu peux garder ce côté un peu compassion et tout ce qu'on disait. Exact, c'est tout à fait pour ça. Donc, on va être propulsé dès le début dans les premières missions qu'ils réalisent. C'est des premières missions aussi où ils sont, eux, plus simples, comme on le disait, dans le sens où ils sont au balbutiement de leur communication et au balbutiement de leur conceptualisation, de leurs conditions. Dans les premières missions, ils vont les appliquer de manière vraiment comme leurs créateurs l'ont pensé pour le faire. Ceci dit, plus ils vont être amenés à communiquer entre eux, à réfléchir, à être soudés entre eux aussi, au sein de l'équipe, plus ils vont comprendre leurs conditions,
Et plus, je vais pas vous spoiler la suite, mais ça va forcément tourner au désastre, puisque la nature humaine étant ce qu'elle est, et l'humain va chercher à exercer un contrôle encore plus massif sur les animaux, et on va avoir toute une réflexion du coup évidemment sur la cruauté humaine envers les animaux, et sur l'expérimentation animale qu'on mène depuis très très longtemps. Donc ça c'est la thématique un peu première de l'œuvre, et qui est forcément très mise en avant. Mais donc ils finissent par se rebeller ou Voilà, je peux pas trop vous le dire, mais ils finissent effectivement par. On doute bien qu'il y a un côté rébellion. Se venger, peut-être. Oui, il y a un côté, il y a un côté rébellion, il y a un côté ils vont comprendre leurs conditions et du coup comprendre tout le mal que l'homme leur fait, tout le mal que l'homme se fait entre eux aussi. C'est assez marrant. Et pour revenir au côté compassion, qui est très très renforcé puisque je vous disais l'œuvre est séparée en trois chapitres et en fait au début de chacun vous avez l'avis de recherche de l'animal qui a été enlevé. Du coup. Genre le lapin, la petite fille qui a mis l'avis de recherche pour Pompon. Exactement, et qui en fait son pompon est devenu une arme de guerre. Et va renforcer là encore du coup l'affect du lecteur pour une situation très crédible. Et je vois les planches, je me suis pas, mais vous les verrez dans quelques instants pour ceux qui sont sur la version YouTube. C'est assez vénère quand même, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on a pu vous montrer, ça reste mature, mais ça va. Mais y a les planches qui suivent sont assez. Même pas choisi les planches les plus ni les plus marquantes ni les plus gore. Les plus gore, bon, tout simplement parce que je vais vous les éviter à l'écran, ça n'a pas forcément d'intérêt. Il y en a une qui l'est un petit peu, mais s'il y a pire que ça, tu te dis ah ouais. Mais il y a largement pire que ça. Il y a bien pire que ça. Et il y en a d'autres qui sont vraiment très très marquantes pour la solitude des animaux, notamment le chien qui est dans son archétype de fidélité et d'amour inconditionnel à son patron, et quand il va comprendre ce que les humains lui font, et il va être le plus forcené de l'ensemble, le chat étant évidemment le premier à aller à l'indépendance du coup, et quand le chien réalise ce qu'on lui fait subir alors qu'il essaie de le faire pour son maître et pour le faire plaisir à son maître, ouais. Et il a ce sentiment d'abandon colossal de se retrouver tout seul, et il peut plus se tourner vers personne d'autre que les deux autres qui sont dans la même situation que lui en fait, et la tristesse du chien est très très bien rendue, et le mal que vont pouvoir lui faire les humains, même physique, alors qu'il est consentant, comme les chiens battus, est représenté de manière très crue dans la BD, et ça fait des passages assez choquants. Enfin, c'est pour ça que je le recommande vraiment pas à un lectorat jeune. Hein. Ça fait des passages qui sont qui peuvent être assez durs. Pas ça à la médiathèque du quartier. Accessible à côté de Martine va à la pêche. Il y a un vrai côté du coup parabole de ce qu'on fait subir aux animaux tous les jours. Alors, quoi. Voilà, il y a effectivement tout ce côté-là. Il y a un vrai côté inspiration aussi de ce qui a pu se faire en expérimentation animale durant les guerres, notamment avec les dauphins, on s'en rappelait, qui voulaient être utilisés comme armes contre les sous-marins, tout ce genre de choses. Mais, et qui peut encore se faire dans les laboratoires de nos jours. Et cette histoire de dauphins, on l'a entendu il y a encore pas longtemps en Ukraine. Oui, exactement. Ça se fait là, en ce moment, là tout de suite, ça se fait. Utiliser les dauphins pour aller trouver les explosifs autour des bateaux et tout. On parlera après des couleurs, je te laisse continuer, mais moi je vois les planches d'avance, il y a des couleurs, notamment rouges, on en a déjà vu une, mais il y en a une autre qui arrive plus tard. On reparlera après, je pense qu'au niveau des couleurs peuvent être assez angoissantes, notamment graphiquement, la couleur rouge. Je vais terminer un peu sur la partie graphique après. Je trouve ça assez beau. Et bah voilà, on a ce plan un peu dark, je pense qu'on va pas y rester très longtemps. Donc voilà, il y a des plans qui sont assez... Sur ce plan-là. J'y reviens après parce qu'en plus ce plan est assez emblématique du coup, avec des couleurs très chatoyantes et en fait une scène qui est très gore en réalité. Il y a un décalage qui est créé entre la violence de la scène et le graphisme qui est volontairement presque je te laisse aller à clinquant, voilà. Mais donc Frank Quitely, on reviendra sur ses dessins, je sais pas si ça se dit ou Quitely, mais bon. En tout cas, pour terminer sur le côté, donc en dehors de effectivement de l'aspect donc animal, conditions animales et expérimentation animale, d'autres choses qui vont apparaître à travers l'œuvre. Il y a déjà les exactions commises par l'armée et contre la paix, et à quel point certains persuadés d'œuvrer pour la paix vont parce qu'ils sont embringués et endigués dans une certaine mentalité, vont commettre des actes absolument horribles.
Il y a une très grosse critique de la militarisation en fait et de l'armée de manière générale et de ce que l'armée est capable de faire au nom de sauver un pays ou de maintenir la paix. C'est une autre lecture très importante de l'œuvre. La dernière est quasi, je dirais un peu philosophique en tout cas. Elle pourrait être un sujet de philo puisque ça va beaucoup être entre la conscience et la liberté. C'est-à-dire que, comme je disais, au fur et à mesure que les animaux accèdent à la conscience ou en tout cas à la conceptualisation, ils vont prendre conscience de leurs conditions et ils vont vouloir accéder à cette liberté. Et donc il y a toute cette évolution qu'on voit à travers l'œuvre, et ça pose une question presque philosophique, effectivement, du reliant conscient-liberté. Est-ce que la seconde est possible sans la première? Est-ce que la première est possible sans la seconde? Ça vaut le coup au sujet de philo qui est pour ceux qui. Voilà, c'est les professeurs vont noter pour l'année prochaine. C'est un très bon sujet. Ouais. Bon sujet, et donc il va largement au-delà de la thématique principale, on va dire, et première qui est mise dans l'œuvre. Et puis en dernier, je pense que la force qu'il faut dire pour terminer sur Grant Morrison ici, c'est la puissance des dialogues. Parce qu'il écrit des dialogues très très fins dans toute l'œuvre, et surtout il écrit des dialogues entre les animaux très très pertinents en quelques mots, et en des mots un peu décousus, parce qu'ils sont incapables de faire des phrases très construites, ce genre de choses. Ah ouais, parce que... Excuse-moi, mais là je repasse sur la planche précédente. En fait, toutes les planches où il y a des dialogues des animaux, c'est quand même un mot par-ci par-là. Ça a l'air très très détaché, quoi. Exactement. Il y a beaucoup de planches sans dialogue. Donc ça, après, c'est à force du dessinateur qui va faire passer beaucoup de choses par le dessin. Mais Grant Morrison a réussi à rendre les dialogues en quelques mots décousus des animaux très puissants. Je pense que je suis tombé sur la bonne page. Et celle-là est vraiment très très forte, où il commence à y avoir de la dissension même dans le groupe, du coup. Puisqu'on peut voir le chat qui se nomme 2, puisqu'il se nomme 1, 2, 3. Ils savent pas se donner de nom, donc ils se sont juste donné des numéros. Alors on voit pas grand-chose, malheureusement. On voit pas grand-chose, voilà. On voit un peu le découpage donc, aussi. Le chat, du coup, qui se rebelle, et le chien qui essaye de lui dire d'obéir, puisque le chien va avoir l'esprit de meute par rapport aux autres. Et ça va créer la première dissension, et c'est la première fois du coup où ils finissent en s'appelant nous trois, puisque du coup ils se définissent après comme une seule entité, une cohésion d'équipe en fait, face au monde qui les abandonne. D'accord. Ça va se passer en quelques mots très très décousus, mais on arrive par l'ingéniosité de Grant Morrison à très bien comprendre que les animaux vivent en fait. Essayent de se communiquer les uns avec les autres. C'est très très bien foutu. C'est beau. Moi, je trouve. Découvrir. Donc un petit coup de génie sur Grant Morrison à ce niveau-là. Et enfin, effectivement, c'est soutenu donc par les dessins de Frank Kitley, qui est habitué avec notamment All Star Superman et ce genre d'œuvres sur lesquelles il a travaillé, Witch Doctor, etc. À du dessin très comics traditionnel avec un aplat un peu numérique par-dessus, etc. Et là, on va perdre ce côté aplat numérique. On va retrouver quand même un peu la patte graphique du comics classique, avec déjà une ambiance très sombre, puisqu'on voit les découpages au noir, la plupart du temps. Donc on est quand même... ça met le ton. J'allais dire le noir très présent. Le noir très très présent, puisque les fonds de page sont noirs, donc le découpage est dit au noir. Donc ça met tout de suite l'ambiance sombre de la BD. Il va utiliser des gammes de couleurs le plus souvent, effectivement, un peu sépia, en réalité, un peu terne, avec des ambiances rouges, parce qu'il y a les lumières d'alerte, de sirène, etc. Rouge, j'aime beaucoup, on le verra, il y a un plan plus tard qui est, je vois à l'avance, qui est rouge, et j'ai l'impression qu'il y a ce rouge aussi, après c'est peut-être juste deux planches que je vois là, mais sur le côté un peu plus, le rouge, moins action, mais plus psychologique, je sais pas, il y a... Il fait un peu écho au rouge du sang, mais qui lui est par contre beaucoup plus shiny, qui est moins oppressant finalement que cette ambiance rougeâtre. Ouais. Là, on continue sur le reste. Donc voilà, il y a beaucoup de scènes sous la pluie, comme celle-ci. Alors je l'avais pas mise parce que les trois quarts de la scène est très violente, donc j'avais pris aucune image. On a des scènes sous la pluie très sombres qui font presque vieux film polar. Vous voyez un peu cette ambiance, voilà, avec le découpage au noir très marqué. Et c'est intéressant. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, il y a des scènes d'action qui se passent sous le soleil et qui, elles, sont très clinquantes.
Et sont très belles, sont avec des couleurs chaudes, riches. On a l'impression d'être arrivé dans une BD pour enfants presque, si on se base sur la couleur et sur la mise en scène. Et bien sûr, par contre, le propos, lui, comme on peut le voir avec ces pauvres lapins qui se font détruire sur le passage sans rien avoir demandé à personne, eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Généralement, il se sert de ce contraste pour encore plus souligner la brutalité d'une scène. Ça va être le propos le plus souvent choisi. Donc, par contre, les humains, s'ils sont dessinés de façon très réaliste, avec de temps en temps, notamment des sourires un peu carnassiers et très cruels pour bien souligner le propos de la nature humaine, eh bien, les humains, c'est bien tout ce qu'ils ont de réaliste, d'humain dans le dessin, parce que sinon, on n'a pas le beau rôle. Hein. Globalement, vous n'avez pas trouvé d'humain très sympa dans la BD. Hein. Je vous le dis tout de suite. On n'a vraiment pas le beau rôle. Hein. Et j'aime bien ce côté, on le verra sur une planche plus tard, mais où ça peut arriver, quoi. On ne voit pas la tête des humains. Tu vois. Ça reste, alors, on ne voit souvent c'est un côté, pas la tête des humains. Un côté second plan dans. C'est pas leur apparence qui compte, c'est leur. Tu parles de cette planche-là, ouais. C'est ça, quoi. C'est le côté d'où on s'en fout à quoi il ressemble, parce que ce qui compte, c'est le propos, quoi. Exactement. Et puis c'est aussi pour renforcer autre chose, c'est ce que les animaux envoient le plus de nous. Le bas du corps, le bas de la bouche, les choses sur lesquelles ils se focalisent en fait. L'ordre donné par les mains, l'ordre donné par la voix. Ah, les mains, oui. En fait, vrai. La forme du visage, ils s'en fichent un peu. Les animaux. Ça renforce. Il faut pas de discrimination. C'est important. Le point de vue de l'animal, en réalité. Ah, c'est cool. Ouais, elle est très touchante, je trouve, cette planche-là. C'est une très belle œuvre. Beaucoup de scènes très touchantes. Vous arrachera très facilement une larme. Je suis au regret de ne pas pouvoir parler évidemment de la fin parce que je ne veux pas spoiler, mais elle est fantastique. Hein, voilà. Vous verrez les animaux mis à nu un peu, en fait. Et la fin est très très belle. Toute simple en plus, très inattendue. Et peut-être avec le seul geste de compassion humain qu'on verra dans toute l'œuvre. Donc, je sais pas si tu peux mettre la planche d'avant, ça va bien conclure. Je trouve que c'est assez. Je peux malheureusement pas vous le dire, mais ne vous attendez pas à la fin, laissez-vous porter par l'œuvre et vous découvrirez forcément quelque chose de incroyable. Vous arriverez au bout. C'est fou, c'est fort. Et c'est très fort comme œuvre. Très très fort comme œuvre. Bah écoute, je connaissais pas moi et. Pour ceux qui aiment les trucs un peu plus matures et un petit reflet de la société. Même en mode pas postmoderne, mais moderne quand même. Un peu fable moderne. Ça, période un peu méca plus dans cette idée-là. Et c'est vrai que dans les animaux, c'est pas souvent. Tu nous avais déjà parlé d'une œuvre, je n'ai plus le nom. Où les animaux sont mis, des animaux humanoïdes. Pandémonium. Ouais. Avec des animaux effectivement dans une œuvre aussi assez adulte. C'est pas si souvent parce qu'on a plus l'habitude des petits dessins animés classiques avec donc genre, je prends l'exemple, c'est Franklin la tortue. Ou tout truc, tu prends Peppa Pig, tu prends plein de choses où c'est des animaux. Pour les enfants qui sont plein de dessins animés où c'est pas les petits garçons et les petites filles, sont des petits cochons, des petits oursons, des trucs comme ça. Et t'as ce contraste de, tu peux faire la même chose, prendre des animaux et en faire une version un peu plus... Bon là c'est quand même assez différent. Là où Pandémonium joue vraiment sur le côté effectivement animaux anthropomorphes pour raconter une histoire. Mais tu peux foutre la paix aux animaux dans les œuvres un peu dark et non. Mais je trouve que c'est Pandémonium, il y avait il y avait des côtés qui se rapprochaient parce qu'il y avait donc les animaux effectivement, mais il y avait aussi le sépia, découpage au noir. Ce principe du sépia, c'est une manière des images claires mais qui avec un propos très sombre. Il y avait un peu tout ça dans Pandémonium déjà. Sur certains points, les deux œuvres sont un peu comparables. Alors, les propos sont assez différents, et puis Pandémonium mise beaucoup plus sur le sujet de fond et sur la violence graphique. Nous trois a clairement une violence graphique voulue, très très marquée. Oui, parce que tu dis qu'il y a moins le texte, c'est plus des fois c'est plus le dessin qui va te transmettre les émotions et le message, donc il y a intérêt que ce soit le cas. Exactement, parce que les animaux sont des vrais animaux dans nous trois, par rapport à Pandémonium où ce sont des animaux totalement anthropomorphisés. Ouais. Nous trois, ce sont des vrais animaux qui du coup s'expriment très peu. Donc, et beaucoup de choses passent par le geste, passent par le dessin pour nous.
Et c'est deux œuvres qui sont comparables, mais dans deux genres assez radicalement différents. Et il y a le rythme aussi. Changer si on n'est pas trop parlé d'ailleurs. Pour ceux qui pensaient que l'œuvre elle aborde des thématiques graves, qu'elle se concentre beaucoup sur le ressenti des animaux, un rythme assez lent, en fait, il n'en est rien du tout. On est quand même dans un enchaînement de missions pour les animaux et de beaucoup de scènes d'action jusqu'au moment où ça craque, où l'action va être encore plus intense, juste entrecoupée de moments de pause. C'est plutôt une BD qui est très action. Mais c'est un one-shot, donc il faut aussi que ça garde un rythme. Et il arrive à ce que l'action n'entache pas le propos de fond. Au contraire, le serve énormément. C'est fou. Eh ben, GG en tout cas à la personne qui a écrit et à la personne qui a dessiné. Enfin, en tout cas, à ce duo. C'est un duo incroyable et la BD a été acclamée et on comprend pourquoi. Hein. Donc, tout de suite rentré dans le top écrit par Grant Morrison. Nous trois, donc on a dit ado++, donc c'est-à-dire au-delà de 16 ans, quoi. On va dire lycée, quand vous allez l'âge du prix, c'est pas mal. C'est ça, lycéen, c'est 15-16 balles, c'est ça l'âge du prix. Ah oui, mais toi tu l'as eu à 12. Et bon, moi d'accord, je l'ai eu à moins cher, mais maintenant vous le trouvez à 15-16 balles. Si vous l'avez à 12 ans, après encore une fois, voilà, c'est peu importe, vous pouvez être choqué, voilà, c'est pas le but, c'est juste, voilà, c'est plus c'est un peu vénère mais voulu et du coup qui peut faire plaisir aussi puisque les mondes des bisounours, ça peut être très sympathique mais au bout d'un moment. Voilà. Donc à ne pas mettre entre toutes les mains, mais une très belle œuvre si vous êtes le bon public pour le lire. Voilà, donc n'hésitez pas, nous trois, à peu près 15-16 € dans les librairies. C'est un tome unique, c'est toujours sympa par rapport aux séries interminables qu'on a dans les comics et dans les mangas. Là, vous avez un tome unique. Pourquoi de quoi tu parles? Oui, on n'arrête pas de parler de One Piece en ce moment. Ah non, mais dans les comics, c'est pareil. Dans les comics, c'est pareil. Marvel et DC sont. Les comics, c'est pire que les mangas. Les mangas, tu peux essayer de retrouver une cohérence, de retrouver tous les tomes. Que les comics, de te dire, attends, le numéro, je ne sais quoi, qui est plus trouvable. Les mangas, tu retrouves toujours. Mais parfois, les comics, t'as des séries qui ont commencé dans les années 70. Et c'est qui canon, on en parlait, c'est compliqué. Alors bon, qu'est-ce qui est canon, pas canon qui est canon c'est fait. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, merci à toi. Seul tome, parfait. Mon cher Dals, nous trois, NOU 3, le chiffre 3, et We 3, si vous voulez lire à l'anglaise. Merci à toi pour cette petite présentation. Tu reviendras évidemment, on n'a pas fini l'émission, mais tu reviendras la saison prochaine pour de nouvelles découvertes. On l'espère à chaque fois nous faire tiens, ta bibliothèque magique. C'est bon. C'est ça.